Bonjour à tous, bienvenue à notre live stream qui est notre séance de recrutement d'aujourd'hui. On est en version un peu spéciale pour le COVID, mais on espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions puis bien vous présenter notre société technique. Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Shema Shraibi, je suis fondatrice et directrice de Polystar. Le format qu'on va adopter aujourd'hui, c'est un format dans lequel on va vous présenter un à un chacun de nos volets. Alors, le responsable du volet va se joindre à moi. Puis, il va vous présenter ce qu'il y a à faire, c'est quoi les activités, puis vous donner des explications. Après chaque présentation, il va y avoir une période de Q&A. Fait que vous allez pouvoir directement écrire dans le stream, nous poser vos questions, je vais les voir, puis je vais m'arranger pour qu'on réponde à le plus de questions possible. Puis par la suite, quand on va avoir fini les présentations de toutes nos équipes, on va finir par une période de questions où on va répondre à vos questions. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook. Il y a quelqu'un qui est là pour vous répondre pendant la période de présentation. Alors, commençons tout de suite par la présentation de Polystar. Alors, Polystar, c'est une société de techniques de robotique. Quand on a parti ça, il y a déjà plus qu'un an, ce qu'on voulait, c'était apporter de la robotique à Poly. Puis apporter de la robotique à tous les âges, du primaire jusqu'à l'université. Alors, on a commencé avec nos deux volets éducatifs. Premièrement, atelier d'initiation à la robotique. Dans ce volet-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des ateliers dans les écoles primaires et secondaires. On initie les jeunes au monde de la robotique. Puis, on a différentes activités qui ont suivi de ça, comme notre chaîne YouTube que vous avez peut-être vu pendant l'été, où que là, ce qu'on fait, c'est des tutorials, puis de la vulgarisation scientifique. Après ça, on a notre deuxième volet, Mentorat First. Pour lui, c'est un programme de mentorat. Alors, on passe toute la session d'automne à former des étudiants de Polytechnique, puis à l'hiver, ils vont aider dans les écoles. On finit avec notre gros volet qui est notre volet compétitif RoboMaster. RoboMaster, on va vous le présenter en détail, mais en gros, c'est une compétition de robotique universitaire. Sans plus attendre, je vais tout de suite demander à mon premier collègue de joindre à moi. On va prendre 5 minutes, on a juste un problème. OK, bon, apparemment, il y a des problèmes techniques. Fait qu'on a un 5 minutes de pause, je pense, si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont demandé. Je suis désolée, on vous revient.
Mais c'est pas le même. Quand tu transitions, il n'existe plus. Oui, il existe encore. Ok, on devrait vous entendre. OK. Alors, désolée, il n'y avait pas de son ce coup-ci. Bon. Alors, espérons qu'à partir de maintenant, ça se passe bien. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que on a développé nos skills YouTube pendant l'été, mais tu sais, à un certain point, on est encore en train d'apprendre, donc je suis désolée pour les interruptions. Alors, on va continuer tout de suite avec la suite, qui est la présentation de notre volet Mentorat First. J'ai avec moi Antonin, qui est le Project Manager de ce volet, qui va vous présenter en détail nos activités. Par la suite, on va vous répondre à vos questions. Soit vous les écrivez dans le stream, on répond en live. Vous pouvez nous écrire sur Facebook aussi, il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Alright, pour cette première année, Mentorat, je trouvais que c'était quand même un succès. Là. On a fait pas mal de choses. Juste pour vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'étaient nos activités lors de la première année. Pendant la première session d'automne, on a fabriqué plusieurs robots. Bon, on a rush un petit peu les différents projets. Puis ça nous a permis d'obtenir pas mal de skills techniques sur qu'est-ce que la robotique, que ce soit la programmation, la construction ou même le CAD. Et puis on a réussi aussi avec l'événement Robot en Center à développer pas mal de ces connaissances. Bon, c'est pas tous les membres qui ont pu participer malheureusement, mais overall, on était vraiment pas mal. Et pendant la session d'hiver, justement, on a eu plus de 20 mentors dans les écoles de la région de Montréal. Donc c'était vraiment quelque chose d'impressionnant à voir qu'en un an, on a réussi à former autant de monde qui ont pu aider les jeunes dans les écoles. Juste pour mettre en contexte les gens qui sont avec nous, peux-tu les mettre en contexte sur c'est quoi la compétition Robotic First? Parce que ceux qui l'ont pas déjà vu, ça doit pas être super clair. Alors, la compétition Robotic First, c'est une compétition pour les jeunes du premier secondaire au 5e secondaire. C'est une compétition qui est quand même assez importante, donc c'est un événement mondial. Puis en gros, il faut construire un robot sur 45 jours. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais c'est 45 jours. Et puis, ils doivent résoudre plusieurs défis. Donc, souvent, il y a trois mécanismes à construire. Donc, sans aller trop techniquement, mais des fois, il faut jeter des balles, attraper des ballons ou se déplacer sur un terrain qui est quand même assez grand. Là, c'est 15 mètres par 6 mètres, si je me souviens bien. Donc, c'est une compétition qui se joue 3 contre 3, mais c'est pas vraiment c'est pas du fighting, là, c'est vraiment des objectifs où il faut manipuler des objets. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de, justement, tu construis des mécanismes pour manipuler un certain objet. Et puis, il y a certains défis qui sont intéressants aussi. Il faut faire grimper le robot, par exemple. Tout ça, c'est des défis techniques assez intéressants à réaliser. Donc, maintenant, nos idées pour la session qui est un petit peu particulière à cause de la situation actuelle, la pandémie. Pendant la session d'automne, on va essayer de garder cet aspect où on va apprendre des connaissances techniques. Au lieu de faire plusieurs projets un petit peu bâchés, on va vraiment se focus sur la construction d'un robot. On va reprendre le défi de l'année dernière et on va construire un robot de A à Z. Donc cette fois-ci, on va structurer ça vraiment correctement avec la stratégie et de la communication, de la stratégie et du design et de la construction et de la programmation. Donc le tout pour justement qu'on apprenne les différentes parties. Et puis ensuite, pendant la session d'hiver, on ne sait pas encore si on va pouvoir se déplacer dans les écoles pour aller mentorer les équipes. Mais ce qu'on va faire, c'est on va développer des projets un petit peu qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a fait pendant la session d'automne, mais en allant plus loin. Donc c'est-à-dire qu'on pourra intégrer des programmes de vision, de l'autonomie à notre robot ou encore améliorer et perfectionner des mécanismes. Dans l'idée, à la fin, c'est quand même de produire un matériel pédagogique pour les jeunes. Donc ça pourrait être via des formations entre guillemets à distance. Donc ça peut être soit PDF ou des capsules vidéo si on parle du code par exemple, ou encore des formations CAD. Donc tout ça, vraiment, ça a développé en hiver et pendant la période d'automne, c'est vraiment où on fait un grand apprentissage. Donc là, puis, très bientôt, je vais juste apporter une précision. Tous les apprentissages, puis tout ce qui se passe à l'automne, puis qui va peut-être se passer à l'hiver, c'est toujours dans le but de vous outiller pour pouvoir aller aider des jeunes au secondaire après. Fait que l'automne, vous outillez pour l'hiver si jamais c'est dans les écoles. Si jamais c'est pas possible, bien là, ça va être de monter des formations, de pousser nos connaissances le plus loin pour que quand on va pouvoir retourner les aider, bien, on va être encore plus expert, puis on va encore plus pouvoir les aider. Et puis même, ce sont des connaissances, par exemple, l'utilisation de logiciels CAD et même du software qui sont assez intéressantes à avoir, autres que justement dans le terme de robotique. Là, c'est des choses qui peuvent être utiles si on veut travailler dans la mécanique et utiliser un de ces logiciels-là, c'est assez intéressant à savoir. Maintenant, on va vous passer une vidéo en fait, qui vous montre un petit peu à quoi ça ressemble le jeu de l'année dernière, justement. Donc, c'est pour vous
pour vous montrer quel genre de défi les jeunes ils doivent résoudre. Ça devrait pas tarder. And their partners from Mukwonago, 9:30. Mukwonago goes back into the trench. They pick up two more. They hit one of them. Phenomenal work in Autonomous by the Blue Alliance between Lindblom, Mukwonago Bears, and their alliance partners, Titan Robotics. That gives the Blue Alliance a lead, 49-25, coming out of auto. Only one. Alright, nous sommes de retour. Donc bon, pour expliquer vite fait, là, c'était compliqué à voir. On a quelques difficultés, mais la compétition, ça se déroule toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'au début de la partie, il y a 15 secondes de période autonome où les robots, en fait, utilisent un code autonome pour se déplacer et exécuter certaines actions. Et puis après, bon, ils doivent continuer pendant encore 2 minutes 45 pour compléter le match. Okay. Donc on va repasser sur vos questions. Ouais. Je me suis fait dire qu'il y avait peut-être une confusion entre nos volets, fait que je vais essayer de clarifier la chose pour que ça soit bien clair pour tout le monde. En ce moment, on vous présente le volet Mentorat First. On a 3 volets. Okay? Le Mentorat First, c'est un programme de mentorat. On vous forme à devenir mentor, à aller aider des jeunes qui, eux, vont construire un robot pour une compétition, qui est en fait la compétition qu'on vient de vous montrer à l'écran, qui ça a plus ou moins marché, mais qu'on vous explique depuis tout à l'heure. Le volet Robot Master, qu'on va vous présenter un peu plus tard. Dans ce volet-là, c'est les étudiants de Polytechnique qui font les robots. Là, vous apprenez à faire des robots, vous allez faire de l'AI, vous allez faire de la conception, vous allez construire 7 robots différents. On parle vraiment d'un projet d'une autre envergure et vraiment concerné vers les étudiants universitaires. Juste pour clarifier le tout, comme il faut, on a 2 autres questions auxquelles on va répondre. Premièrement, il y a combien de membres dans la ST? Pour vous donner un aperçu, l'année passée, on a roulé à peu près à 100 membres dans la ST. Disons que 50% de ce monde-là était pas mal dans Robot Master. Puis après ça, on se disperse dans nos autres différentes équipes. Mentorat avait 22 membres. Puis cette année, en date d'aujourd'hui, on est environ 75. Alors c'est le nombre de personnes qu'on est. Puis pour ce qui est des rencontres en présentiel, on est en format hybride, c'est-à-dire que quand on peut respecter les normes de distanciation avec des petites équipes et toutes les normes du gouvernement ainsi que ceux de Poly, on encourage les rencontres en personne parce que c'est plus le fun, c'est plus interactif, mais on a aussi des rencontres qui sont en ligne. Fait qu'on roule vraiment dans les 2 formats, mais les activités de construction, etc. recommencent avec Polytechnique qui nous encadre pour pouvoir travailler à l'atelier, etc. Fait que oui, il va y avoir du présentiel. Ça ne sera pas que de l'en ligne toute l'année scolaire. Ça, puis dans le volet mentorat en particulier, on va vraiment s'arranger pour que les périodes de construction soient bien organisées pour éviter de se déplacer tout le temps aussi. C'est sûr qu'il y a certaines parties qu'on va essayer de faire en ligne, surtout pour l'apprentissage des logiciels. Mais après, à un moment donné, on sera obligé de construire un robot aussi, donc il va falloir se déplacer. Ce sera bien organisé aussi pour éviter justement de perdre du temps et d'avoir trop de déplacements. Mais à 20, comme l'année dernière, là, c'est une équipe qui roule très bien. Ça se fait très bien et puis ça nous permet de nous développer chacun en fait nos skills.
Donc ça va bien se passer, je pense qu'on peut trouver un format où ça va être très adapté à la situation actuelle. Exactement. Alors, on se fait demander où est-ce qu'on signe, où est-ce qu'on trouve le formulaire. Le formulaire est épinglé dans l'événement. Tout de suite après l'événement, le formulaire sera également publié sur notre page Facebook. Fait que pour ceux qui sont dans l'événement, allez-y tout de suite. Vous pouvez déjà vous inscrire. Sinon, on va le repartager, il n'y a aucun problème. Nadine, notre responsable des coms, va nous faire ça avec plaisir. Je vois aussi qu'on nous demande si on peut faire partir plusieurs volets. Je vais vous dire que oui. Moi, je m'occupe de mentorat, mais aussi je fais partie de certaines équipes de RoboMaster. C'est sûr que ça demande beaucoup d'implication, que ce soit RoboMaster en particulier, puis mentorat aussi. Là. C'est sûr qu'il faut s'impliquer, donc c'est une question à peu près du temps qu'on souhaite investir. Mais rien n'empêche de faire partie de plusieurs volets. Alors, ça conclut pas mal ce qu'on avait à dire sur Mentorat First. Si vous avez d'autres questions pour nous, n'hésitez pas, on va leur répondre à la fin de la séance d'aujourd'hui, mais on va y répondre avec plaisir. Alors, on va passer à notre prochain volet. 3 minutes? OK. Alors, on va passer à notre prochain volet dans 3 minutes, juste le temps qu'on se replace comme il faut puis que ça se passe bien. Fait que dans 3 minutes, on est là pour vous présenter Atelier d'initiation à la robotique. You're out, okay. Oh my god, this is so hard. Puis après ça, tu parles, OK? C'est bon. Alors, nous sommes de retour. Encore une fois, désolée, mais écoute, on travaille ça en chemin, puis on rit bien de notre côté. J'espère que c'est pas trop pire pour vous autres, OK? Alors, on y va tout de suite avec le volet qui est le volet atelier. Donc, notre deuxième volet éducatif, atelier d'initiation à la robotique. Alors, j'ai avec moi Jérémy Perrault, qui est en fait notre responsable de partenariat, mais cette personne est responsable de plein de choses dans l'équipe et est ultra multidisciplinaire. Alors, c'est lui qui va vous présenter Atelier aujourd'hui. Alors, je lui laisse tout de suite la parole. Merci, Shema. Donc, la raison pour laquelle je me sentais confortable de présenter Atelier, c'est parce que
initialement, c'est moi qui ai donné le tout premier atelier de Polystar il y a un an et demi. Ouais, un an. Yeah, puis c'était en collaboration avec Polytechnique. Donc, pour vous donner une idée brève, pour vous décrire c'est quoi atelier pédagogique, je voulais dire ludique à la robotique, c'est plus ce que l'on fait, notre mission, c'est de vulgariser la science, la robotique et le travail d'un ingénieur pour les élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se présente dans les écoles avec des ateliers qu'on monte par nous-mêmes. Donc, on fait toute la recherche, on fait tout le montage. C'est nous qui créons l'activité de zéro. Et on arrive dans les écoles avec des animateurs qui sont formés par l'équipe de Polystar. Donc, puis avec tout ça, aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles. Puis qu'est-ce qui arrive dans les écoles pour y avoir été? C'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont sponsorisées par du matériel de robotique, mais les professeurs ne savent pas comment les utiliser. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène les connaissances, le savoir qui est nécessaire pour ces enseignants-là pour qu'ils puissent utiliser le matériel avec leurs élèves. Bien entendu, en ce moment, avec tout ce qui est la pandémie, le corona, tout ce qui est présentiel, ça tombe un peu à l'eau. Par contre, on a eu plusieurs solutions pour contrer cet effet-là puis pour pouvoir poursuivre notre mission. Une de ces initiatives-là, c'est qu'on a continué à élaborer nos activités, mais ils vont être donnés de façon autonome. Ce qu'on fait, c'est qu'on, nous, à place d'envoyer des animateurs donner l'activité, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos animateurs, on fait des capsules vidéo avec eux qui présentent l'activité. Comme ça, les enseignants sont capables de la faire avec leurs élèves. Sinon, il y a la chaîne YouTube aussi. La chaîne YouTube, ça, c'est notre initiative qu'on a prise surtout durant l'été, qui est de montrer parce qu'en fait, on a eu peur qu'avec le confinement, il y ait un petit taux de décrochage, un petit taux de désintérêt envers la science. Fait qu'on a décidé de partir une initiative qui est une série de vidéos qui sont ludiques, qui présentent des tutoriels et également des volets un peu plus théoriques sur la science, sur la robotique, avec des DIY qui sont insérés. Comme ça, le jeune de 8 à 12 ans peut être chez eux et faire des activités à la maison. Donc, j'ai dit beaucoup de contenu. Est-ce que tu voudrais mettre de l'emphase sur certains points de ce que j'ai dit? Je pense que l'essentiel à retenir, c'est vraiment le fait que notre mission à nous, c'est d'aller initier la robotique chez les plus jeunes, puis que pour ça, on fait différents ateliers. Pour vous donner un contexte de cette année, on va avoir 3 ateliers qui vont être préposés à la session d'automne dans les écoles. Puis, il va y avoir notre chaîne YouTube qui va continuer à rouler. Puis, à l'hiver, on va voir, dès qu'on peut se représenter en présentiel, on va retourner en présentiel. Mais je vous garantis en masse de choses à faire dans ce volet-là quand même. Puis, on est toujours ouvert aux idées dans l'équipe. Puis, on est toujours en développement. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Puis aussi, j'aimerais aussi ajouter un petit segment à tout ça. C'est pourquoi participer au volet atelier pédagogique? Qu'est-ce que l'animateur en tant que tel va retrouver de ce volet-là? C'est dans le fond, toutes les compétences que tu développes en termes de création de contenu. Donc, la recherche. Par la recherche, tu t'informes sur tout ce qui est robotique, sur tout ce qui est vulgarisation. Vulgarisation, tu fais des discours en classe ou tu fais du discours devant la caméra, de la narration, ce qui te permet de développer tes compétences de discours. Et sinon, il y a aussi la gestion de projet parce que tu crées une activité. Donc, tu fais la recherche, tu crées du contenu, tu fais des fabrications, tu testes ce contenu-là, puis après ça, tu le présentes. Fait qu'il y a vraiment tout le processus de gestion de projet. Puis tu travailles en équipe avec d'autres personnes pour monter ces activités-là. Fait que tu apprends tout le côté gestion aussi. Absolument, absolument. Alors, c'est ce qui mettrait pas mal fin à la présentation de Atelier. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, on est là pour y répondre. Alors, vous pouvez y aller, puis on va tout de suite passer à la présentation de notre dernier volet, qui est celui de la compétition Robot Master. Merci. Ça sera pas très long. Ouais. Let's go. Ben, full disclosure, tantôt,
Going into your first match is absolutely awe-inspiring, an absolute exhilarating rush of adrenaline. When I first saw the RoboMasters robot, my reaction was, I gotta be a part of it. This looks absolutely amazing. Here we go! Look at that! Oh, they're chasing it down! It's chasing it into the base! Still taking damage. Uh-oh! The red hero is surrounded! It's caught in here with the base! Look at this! The red 2 is offline! My team is made up of some of the best engineers that I've ever met. Poli-sci majors, mathematics, biology, they have their own niche that they fit into, and we push that boundary of ingenuity. RoboMasters features 5 individually unique robots, all of these robots coming together to accomplish a battle arena style game. Not all computer vision based, and it's not all hardware based, it's somewhere in between. Last year, it started to look hopeless because if we didn't have a base robot that was at the very least moving, it would have been suicide in the competition. I had about 3 days to design the first draft of the entire maneuvering algorithm. So the fact that we were able to get it moving made a huge impact on the game. Once you get into the arena, it's exhilarating. You're pumped, you're ready to go, because you're about to show off all of your effort, all of your work, all of your engineering, all at once on one single stage. The University of Washington is entering center stage. Here's an attack on the blue base. What's up now? Oh, did it make it? Yeah, it made it down. Oh, no! It's away at the last second. Still Red staying alive. Oh, you better get out of there, Red. Red, you took a lot of damage. You took too much damage. We had a handful of wins during the competition, and that was just an absolute exhilarating rush of adrenaline. We saw a lot of technological advancements that other teams had made, and we've taken some of those ideas and brought them back. RoboMasters is that beacon on the hill, is the ability to become a superstar on an international stage, is the Everest of challenges. Right here, right now, the South China Tigers are the RoboMasters. Alors, on est de retour. On vous a, pour commencer le volet RoboMaster, on vous a laissé sur une vidéo d'une autre équipe qui vous montre vraiment leur parcours au complet. Malheureusement, nous, en notre première année, on n'a pas pu avoir le parcours complet à cause que notre compétition a été annulée. Mais au moins, ça vous donne une bonne idée de ça ressemble à quoi, l'arène ressemble à quoi, les robots, c'est quoi l'ampleur de la compétition également. Alors, je vous présente Michelle Fatouche, qui est notre project manager du volet RoboMaster. Alors, c'est elle qui va vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire puis qui va vous présenter le projet dans son entièreté. Donc, salut. Je pense que vous avez tous vu un peu l'ampleur de la compétition RoboMaster à travers cette vidéo. Fait que, en toute réalité, c'est quand même un gros projet, c'est une grande compétition. Puis, j'ai eu le plaisir de travailler avec vraiment une très belle équipe l'année dernière. Et en gros, nous, justement, en parlant d'équipe, comment on fonctionne à l'interne, c'est qu'on a 4 équipes. Fait qu'on a mécanique, électrique, contrôle et computer vision. Fait que méca, c'est les gars qui se chargent de vraiment tout ce qui est assemblage, la construction vraiment purement mécanique des robots, comme le nom le dit. Tu sais, contrôle, c'est plus au niveau des systèmes embarqués, coder tout ce qui est déplacement des robots pour vraiment faire, en gros, vraiment traduire le mouvement, le code en mouvement mécanique. Tandis que Computer Vision, c'est plus pour la détection, donc c'est à travers de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la détection des éléments de l'arène. Donc, tu sais, dans le but, quand même, c'est vraiment aux robots de pouvoir détecter les robots ennemis, si vous voulez, des autres équipes. Fait que ça, c'est vraiment Vision qui permet de le faire. Et l'équipe électrique, eh bien, eux, c'est les membres qui viennent faire la relation entre l'équipe mécanique et les autres équipes comme contrôle et vision. Donc, tu sais, ils s'assurent de tout ce qui est alimentation du robot, de tout ce qui est vraiment cahier des charges. Ils s'assurent que
vraiment tout ce qui est commande logique fonctionne, puis que la communication, puis que les fonctions du robot, après test, soient purement fonctionnelles. Fait que ça, c'est un petit résumé des 4 équipes qu'on a, en espérant que c'est pas mal clair. Fait que n'hésitez pas pour les questions. Sinon, ce qui est plus au niveau de la compétition, eh bien, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de robots. Fait qu'il y a un total de 7 robots. Et à chaque année, avec les nouveaux règlements, il y a des nouveaux éléments et composants du jeu qui s'y rajoutent. Fait que nous, notre objectif principal pour cette année, c'est d'accomplir 5 robots qui sont vraiment competition ready, comme on aime dire. Fait que qui sont faits de A à Z, puis que si jamais on a la chance d'aller en compé, ben qu'on puisse les amener. Fait que comment ça fonctionne, c'est que nous, on a un planning à l'interne. Fait que Michel, je m'excuse de t'interrompre. Peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi la différence entre les différents robots, genre les grandes lignes de catégorie? Ouais, c'est une super question, en fait. Fait que, tu sais, les robots, ils sont tous des noms différents. Vous allez les apprendre quand vous rejoindrez l'équipe. Mais en gros, le standard et le héros, c'est un peu des... et l'ingénieur, c'est des robots de terre. Fait que eux, c'est des robots à quatre roues qui roulent dans le terrain. Et le standard, il y en a 3, puis c'est vraiment des robots les plus communs. Et j'ai mon collègue qui est le chef d'équipe de mécanique qui va vous présenter en détail par la suite. Mais en gros, ces robots-là, c'est vraiment, ils sont accompagnés d'une tourelle. Et cette tourelle-là, il y a les balles de jeu qui vont lancer pour frapper la armor, fait que l'endroit qu'il faut viser pour faire perdre le niveau de vie des autres robots. Il y a un robot qui est l'ingénieur. En gros, ça, c'est l'ingénieur. C'est le robot qui va permettre de sauver d'autres robots si jamais ils perdent des points de vie et de ramener des balles pour, genre, remplir les bacs puis pouvoir continuer la game. Il y a un robot qui est la sentinelle, le sentry. Lui, il est sur une rail. Fait que c'est le robot qui est un peu protecteur de la base. Fait que quand ce robot-là, il meurt, eh bien, la base du jeu, elle va s'ouvrir et l'autre équipe va pouvoir comme gagner la partie un peu plus rapidement. Puis le dernier robot, c'est un aerial, c'est un drone. Donc, voilà un peu, ça fait le tour des robots. Puis, tu sais, comment on fonctionne, c'est que RoboMaster, ils ont un comité. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, ils vont sortir des qualifications. Fait qu'on a 7 principales qualifications qu'il faut faire, qui regroupent vraiment, genre, des tests pour le referee system, qui est un peu comme eux, qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire les scores durant l'arène. Il y a d'autres... c'est vraiment des season schedule, puis les vidéos avec les tâches des robots. Fait que, tu sais, c'est toute une ride de ups and downs, mais surtout de ups, parce que tout ça, ça dépend vraiment de notre monde motivé. Et je peux vous dire qu'on a bien du fun à construire nos robots, puis à travailler dans cette équipe-là. Alors, bon, moi, personnellement, je n'ai pas de questions, mais je vois que vous en avez. Alors, on a notre première question qui est, est-ce qu'il y a des formations si on veut intégrer le volet RoboMaster? Super question aussi. Ben, en gros, nous, notre but, et ça, c'est valable pour tous les volets de Polystar réellement, notre but vraiment, c'est un partage de connaissances. Je vais être claire là-dessus, c'est pas juste à RoboMaster, mais de ce qui est de mon volet, nous, peu importe l'équipe dans laquelle vous allez intégrer, on va bien évidemment s'assurer que vous ayez les outils pour pouvoir avancer au même rythme que les autres. Comme concrètement, par exemple, en mécanique, ils utilisent les logiciels de SolidWorks. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir apprendre à l'utiliser, puis on va mettre du monde là-dessus, puis ils vont vous accompagner. Pour Computer Vision, par exemple, il y a des formations qui ont été montées par nos membres en maîtrise, par notre directeur technique plus particulièrement aussi, et c'est vraiment des formations en mode cats and dogs, donc vraiment détecter la différence et tout. Donc, brièvement, la réponse à cette question, c'est oui, absolument. Vous êtes à la bonne place si c'est ce que vous recherchez. On va passer aux autres questions. Est-ce qu'on peut participer même si c'est notre première session? Je vais y répondre. En fait, oui, la réponse est oui. On le dit souvent dans l'équipe, puis Michel en a parlé en vous expliquant si on avait des formations ou pas. Mais du moment que t'intègres l'équipe, ce qui est important pour nous, c'est que tu aies envie d'apprendre, puis que tu aies du temps à donner, puis que tu aies envie de t'investir dans le projet. Après ça, que tes connaissances soient à 0 ou à 1000, full hot dans les airs, pour nous, l'important, c'est vraiment l'implication que tu donnes. Fait que si tu nous donnes du temps, on va te donner du temps pour te faire progresser le mieux qu'on peut. Alors, la réponse est vraiment oui.
Prochaine question. Pour la session à distance, comment ça va se passer pour la conception des robots? Alors, je vais laisser Michel vous répondre. Fait que, en gros, tous ces détails-là, on va vous l'expliquer super clairement quand vous rejoindrez l'équipe, mais pour répondre très rapidement, il y a ce qu'on appelle l'atelier des ST. Fait qu'en gros, c'est un atelier où toutes les sociétés techniques travaillent pour justement concevoir leur prototype ou whatever. Alors nous, on va avoir la chance de travailler là-bas sur différentes plages horaires avec un nombre de personnes précis et donc vraiment tout en sécurité au niveau de l'équipe mécanique sur comment ils vont aller se déplacer puis travailler. Fait qu'on a tous les outils qui vont être nécessaires, tout le matériel. On a vraiment du monde qui s'assure que ça va bien rouler. Sinon, pour ce qui est des autres équipes, la plupart des rencontres vont être à distance, mais bien évidemment, si jamais pour contrôle, par exemple, il faut manipuler des pièces et tout, on va faire des petits meetings pour s'arranger. Fait que ça, c'est vraiment au niveau, on va s'accommoder au niveau de nos membres, donc dans le sens que ça va dépendre de qu'est-ce que nos membres sont prêts à faire et qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Nous, on est très flexibles et accommodants à ce niveau-là. Absolument. Puis, on va suivre la situation, comment évoluer, comme n'importe quelle autre organisation également. Ça risque de changer dans le temps. On n'a pas toutes les réponses maintenant. La prochaine question suit à peu près le même fil, c'est-à-dire est-ce que je peux m'impliquer à distance, par exemple, si je suis en France? Oui. Oui, exactement. La réponse est oui, absolument, il n'y a aucun problème. Un des avantages des formats hybrides qu'on a en ce moment dans l'équipe et du fait que nos rencontres sont en distance, c'est que tu peux t'impliquer d'un peu n'importe où. Je te dirais que ça va dépendre des équipes. Peut-être qu'il y a certains projets dans lesquels tu ne vas pas pouvoir participer, mais il va y avoir quelque chose à quelque part dans lequel tu vas pouvoir participer. Fait que si tu as envie d'intégrer l'équipe, viens-t'en, puis en temps et lieu, on en parlera avec le responsable de l'équipe, puis on verra ce qu'on peut en faire. Alors, la prochaine question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut changer de volet au fil des sessions? Cette réponse est oui également. Il y a beaucoup de changements. Parfois, les gens se rendent compte que finalement, ils préféraient faire autre chose ou qu'un autre volet les intéresse plus ou que tout d'un coup, ils ont un âme entrepreneuriale puis qu'ils veulent aller faire plus du partenariat. Alors, il n'y a pas de problème. On est toujours là. Tu parles avec nous, tu viens me voir. Peu importe ce qui se passe, c'est écrit dans Slack, puis on peut te faire changer de volet sans aucun problème. C'est vous réalisez un peu qu'il y a beaucoup de vie aux questions, mais la réalité des choses, c'est parce que quand tu intègres Polystar, tu intègres plus que juste une société technique, tu intègres une communauté de monde motivé, puis qui sont là justement pour s'entraider, puis avoir du fun. Puis c'est le sens même de notre existence à nous. Fait que, tu sais, il n'y a pas trop à ce niveau-là, jamais. Absolument pas. Alors, l'autre question, quels sont les deadlines pour la conception? Alors, Michel, je te laisse sur celle-là. OK, super question. J'arrête pas de dire ça, c'est un peu stressant en live stream. Mais en gros, il y a différentes qualifications, comme je vous ai déjà mentionné, qui sont données par le comité. Fait que, par exemple, on sait très bien qu'il y a une première qualification qu'il faut envoyer 3 de nos premiers robots, qui est à peu près en janvier-février. Et sinon, la dernière qui est un peu plus à la fin, vers mars, avec tous les robots qu'on va envoyer en compétition. Mais nous, cette année, on rentre en force dans le sens que l'année dernière, avec tout ce qui est, on était nouveau et tout, on a pu soulever tous les points qui étaient à vraiment prendre d'avance puis bien régler. Alors, justement, cette année, on rentre déjà à la base avec un planning qui va être détaillé puis qui va être partagé avec tous les membres de l'équipe dans les 2 prochaines semaines, quand vous serez tous intégrés avec l'équipe. Puis on va vous expliquer les jalons puis les livrables à remettre au niveau de toutes les équipes. Fait que, tu sais, je dirais qu'en gros, pour vous donner une idée, il y a 3 robots qui vont quand même être à booster un peu à la session d'automne. Puis on verra pour le reste. Alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que vous remplissez notre formulaire d'inscription? C'est une très bonne question. Alors, notre formulaire d'inscription va fermer le 16 septembre. Et à partir de cette date-là, vous allez commencer à recevoir des courriels des personnes qui sont en charge de vous, qui vont vous inviter à se rejoindre dans notre Slack pour assister à vos premières rencontres qui vont se dérouler entre le 16 et le 20 septembre, puisque le 20 septembre, ça va être une rencontre de cohésion dans un parc pour chacune des sous-équipes avec toutes les règles de distanciation, mais ça va être votre occasion de briser la glace. Si tout le monde ne peut pas venir, c'est pas grave. Vous pouvez faire que vos premières rencontres en ligne, il n'y a aucun problème.
Alors, c'est ça qui va se passer. Pendant les prochains jours, à force que les inscriptions rentrent, on va se mettre à répondre aux courriels puis à vous rediriger vers les bonnes personnes. Fait que c'est ça qui se passe dès que vous remplissez le formulaire. Si jamais il y a quelque chose qui bug ou quelque chose qui marche pas, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels ou encore à nous écrire sur la page Facebook. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre sans problème. Je pense qu'on va regarder la vidéo de Kevin, puis on va continuer par les questions par après. Ouais, aucun problème. Allons-y. Salut guys, c'est Kevin et aujourd'hui, je vais vous donner un survol rapide du robot standard de Polystar. Qu'est-ce qu'un robot standard? Bon, dans la compétition RoboMaster, chaque équipe utilise plusieurs robots pour compétitionner. Donc, il y a le robot standard, l'héros, l'ingénieur, la sentinelle et même un drone. Le robot standard, il y en a 3 par équipe. Et même si c'est un petit robot, il est très versatile. On peut l'utiliser pour plein de choses. Pour attaquer la base ennemie et d'autres robots, pour activer des runes, pour soutenir des poussées, des contre-attaques et plein d'autres choses encore. Il a 3 systèmes principaux. La première, c'est le châssis. C'est vraiment le cœur du robot standard. Et c'est justement ici qu'on va retrouver la majeure partie des composantes électroniques. Il y a 2 grandes catégories de composantes. La première sont les composantes de l'équipe contrôle et système. Et ça regroupe vraiment tout ce qui permet au pilote de voir ce qui se passe dans l'arène du point de vue du robot et de le commander à distance. Donc ça inclut les cartes, les moteurs, les antennes, la batterie, le module GPS, etc. On a aussi les composantes de l'équipe Computer Vision. Donc, ces composantes sont centrées autour du Jetson. Le Jetson, c'est un micro-ordinateur très puissant qui permet de faire ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Donc, en utilisant des algorithmes et de l'intelligence artificielle, on peut automatiquement identifier des modules d'armure des robots ennemis, viser et les tirer dessus. Tout en tenant compte, par exemple, de l'accélération, la vitesse, la chute des projectiles. En un mot, c'est vraiment du aimbot. Et ce que j'aime vraiment de cette compétition, c'est que, contrairement à des jeux vidéo où des aimbots sont bannis, dans la compétition RoboMaster, Polystar. Qu'est-ce qu'un robot standard? Dans la compétition RoboMaster, chaque équipe utilise plusieurs robots pour compétitionner. Donc, il y a le robot standard, l'héros, l'ingénieur, la sentinelle et même un drone. Le robot standard, il y en a 3 par équipe. Et même si c'est un petit robot, il est très versatile. On peut l'utiliser pour plein de choses. Pour attaquer la base ennemie et d'autres robots, pour activer des runes, pour soutenir des poussées, des contre-attaques et plein d'autres choses encore. Il a 3 systèmes principaux. La première, c'est le châssis. C'est vraiment le cœur du robot standard. Et c'est justement ici qu'on va retrouver la majeure partie des composantes électroniques. Il y a 2 grandes catégories de composantes. La première sont les composantes de l'équipe contrôle et système. Et ça regroupe vraiment tout ce qui permet au pilote de voir ce qui se passe dans l'arène du point de vue du robot et de le commander à distance. Donc ça inclut les cartes, les moteurs, les antennes, la batterie, le module GPS, etc. On a aussi les composantes de l'équipe Computer Vision. Donc, ces composantes sont centrées autour du Jetson. Le Jetson, c'est un micro-ordinateur très puissant qui permet de faire ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Donc, en utilisant des algorithmes et de l'intelligence artificielle, on peut automatiquement identifier des modules d'armure des robots ennemis, viser et les tirer dessus. Tout en tenant compte, par exemple, de l'accélération, la vitesse, la chute des projectiles. En un mot, c'est vraiment du aimbot. Et ce que j'aime vraiment de cette compétition, c'est que, contrairement à des jeux vidéo où des aimbots sont bannis, dans la compétition RoboMaster, presque tout est permis tant que tu as le talent et la passion pour le développer. Il y a aussi la suspension. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une bonne suspension dans cette compétition? L'arène RoboMaster, c'est un endroit cruel pour un petit robot standard. Il y a plein de risques de collision, que ce soit avec l'arène, d'autres robots et plein de petits chutes et sauts. Donc il est important d'avoir une suspension qui va absorber ces chocs. Il y a 2 points importants ici, les ressorts et les roues mécaniques.
Dans notre design, on a choisi d'avoir 2 ressorts par roue. Ça nous permet d'avoir une certaine redondance dans nos roues. Donc si jamais on perd un ressort durant une collision, le robot peut quand même opérer. Il y a aussi les roues mécanomes. Donc dans une voiture traditionnelle, on peut virer à gauche et à droite comme ça. Mais avec des roues mécanomes, tu peux directement aller à gauche et à droite pour esquiver des tirs ennemis par exemple. Finalement, on a la tourelle. La tourelle a 3 parties. On a le chargeur de projectiles, le lanceur de projectiles et le cardon. Donc le chargeur de projectiles prend des petites sphères de 17 mm dans le réservoir et les achemine vers le haut, où ils sont projetés par le lanceur. On a aussi bien sûr le cardon qui permet d'orienter le tout pour viser par exemple les runes, les plaques d'armure des autres robots, la base ennemie, etc. Donc voilà un survol très rapide d'un seul de nos projets cette année dans RoboMaster. De retour, nous avons eu Kevin qui vous a présenté le standard, qui est en fait notre responsable, le chef d'équipe de mécanique dans RoboMaster. Alors, on va continuer avec les questions qu'on a eues. Alors, la première question qu'on a, c'est combien de rencontres pour chaque volet? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend effectivement de chaque sous-équipe. Alors, Mentorat, on parle d'1 rencontre par semaine généralement, ainsi que des rencontres de suivi qui sont quand même assez régulières. On a comme rencontre également... On a aussi comme rencontre, on parle aussi de temps à la maison. Alors, ce qu'on dit toujours pour... on parle d'environ 3 à 5 heures. Je vous dirais que Atelier se dirige plus vers le 3 heures que 5 heures dans une semaine. Alors, c'est un volet dans lequel on évolue à notre rythme. Puis le but, c'est de conclure l'activité, puis par la suite de la donner. Mentorat, on parle environ des mêmes heures. On parle pour ce volet-là de 1 à 2 rencontres par semaine. Puis finalement, pour RoboMaster, c'est un peu plus complexe. Alors, je vais laisser Michel vous l'expliquer. OK, donc quand tu intègres RoboMaster, tu intègres, comme j'ai dit, tu sais, c'est beaucoup de fun, mais c'est du sérieux aussi. Dans le sens que tu t'impliques, il y a des rencontres minimalement 1 fois par semaine pour chaque équipe, mais il y a beaucoup de travail individuel qui doit être fait de votre bord pour comme aider l'équipe à justement avancer, puis à ce qu'on arrive à finir la construction de nos robots, là, parce que c'est quand même grand. Fait que, tu sais, l'équipe mécanique, par exemple, les gars... ils se donnent des heures à finir les CAD, à travailler sur les choses. Vision, ils codent beaucoup par eux-mêmes de leur côté pour justement élargir leur dataset de détection. Pareil pour contrôle et Elec, je veux dire, tu sais, je vais vous dire 1 rencontre minimalement par équipe au complet. Mais on va y aller, on va vous présenter comment on roulait l'année passée. L'année passée, on roulait à 3 rencontres semaine. Pour la plupart des sous-équipes, puis ça allait quand vous étiez disponible dans ces plages horaires-là. Ça donnait une plage horaire de fin de semaine, puis 2 plages horaires de semaine, dans laquelle vous pouviez avoir 1 rencontre avec votre sous-équipe, puis 1 rencontre où que c'était les 2-3 personnes avec qui tu travailles dans l'équipe, en fait, là, parce que parfois, tu te sépares sur des plus petits projets. Fait que pour vous donner la réalité, si je vous dis 1 rencontre par semaine, vous allez être une de mes personnes non productives dans RoboMaster. Ça va être ça, la réalité. Il y a des personnes comme ça, puis ça arrive des semaines que vous pouvez moins, puis ça, on est toujours compréhensible. C'est pour ça qu'il y a des périodes comme pendant les finaux ou les examens où on a moins de gens. Mais si je vous donne la réalité de la chose, c'est que c'est 2 à 3 rencontres par semaine, mais ça ne sera pas tout le temps des grosses rencontres avec tout le monde qui durent des heures. Parfois, ça va être des plus petits meetings, mais ça va ressembler plus à 2 ou 3. Puis tu sais, à la session d'hiver de l'année dernière, on se rappelle très bien que tous les dimanches, on avait pas mal de blitz de travail. Fait qu'à tous les dimanches, j'avais pas mal toutes les équipes qui se venaient. On se réservait des locaux, mais qu'à travailler au Polyfa, puis on roulait, puis on avançait nos choses, là. C'est pour ça qu'on dit que si tu donnes 3 à 5 heures, ben, tu donnes le bon nombre d'heures dans une semaine pour faire partie de l'équipe. Après ça, quand tu donnes plus, t'es plus performant. Si tu donnes en dessous, là, on commence à voir est-ce que c'est un manque de temps, un manque de motivation. Peut-être que ça ne rentre juste pas dans ton horaire. Alors, c'est un peu comme ça qu'on évalue la chose, puis c'est généralement du cas par cas. Alors, pour la prochaine question, est-ce que le domaine de génie importe quand tu fais partie de RoboMaster? Ben, je vais vous répondre par ma réponse préférée à cette question.
Non. Et pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir, à Polystar, on regroupe pas mal tous les génies. Moi et Shema, personnellement, on est en industriel. J'ai beaucoup de monde en infologue, méca, aéro, même ce que vous voulez. Puis l'idée, c'est qu'on va être réel. Je veux dire, c'est pas n'importe qui va pouvoir faire n'importe quelle tâche, dans le sens que si tu veux rentrer en contrôle ou en vision, c'est sûr que, comme je vous avais dit au début, on va vous former, puis on va vous donner les outils nécessaires pour avancer avec nous. Mais il faut quand même avoir un strict minimum un peu de comme pouvoir coder. Mais pourquoi je dis non? C'est parce que justement, on a tellement de choses, puis tellement d'équipes, que c'est sûr que tu as ta place à quelque part, peu importe ton génie. Fait que vraiment, c'est ça. Absolument. Puis pour vous donner une idée, moi et Michel, on est 2 filles d'Indus. Alors, hey, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire, mais c'est juste pour vous dire que si vous aviez en tête les classiques Mecha, Log et Elec, ben on est 2 filles d'Indus. Ça coûte combien construire un robot? On vient de voir la question, ça coûte combien construire un robot? Je peux vous dire que ça coûte cher. C'est pour ça qu'on va bientôt vous présenter le volet partenariat qui a besoin d'aller chercher cet argent-là. Mais pour vous donner une approximation, un robot peut coûter... 2500 minimalement, à peu près. À peu près. Alors, quand même, quand tu dois en construire 7, ça monte quand même assez rapidement. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il y a des compétitions ou des matchs étant dans la situation actuelle? Alors, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir possibilité d'avoir un regroupement de matchs? Est-ce que notre compétition qui est supposée être au mois d'août va avoir lieu au mois d'août? On peut vraiment pas vous dire. C'est pour ça que la seule garantie qu'on vous donne pour l'année 2020-2021, c'est celle qu'on va construire 5 robots. Ouais. Qu'on va les faire jouer sur des arènes qu'on va avoir faites nous-mêmes, qui vont être un peu boboches pour les tester, qu'on va avoir fait pratiquer des pilotes. Mais on ne sait pas s'ils vont être sur un vrai terrain de compétition. Puis ça, c'est complètement hors de notre contrôle. Alors, prochaine question. Est-ce que vous recrutez à la session d'hiver aussi? Alors, oui, on recrute à la session d'hiver. En ce moment, on est dans notre recrutement de l'automne, mais à l'hiver, on recrute également. Ouais. Alors, je ne vois qu'il n'y a pas... j'ai pas d'autres questions pour l'instant pour RoboMaster. Il y a une séance de questions à la fin de notre présentation au complet, fait qu'on va y aller en présentant les derniers projets qui se déroulent dans l'équipe. Soit nos équipes de partenariat, nos équipes communication. Ça va être Jérémy Perrault qui va revenir nous présenter ça. Alors, il va juste avoir une petite transition le temps que le monde change, puis on vous revient. Alors, we're back. On s'est mis un petit peu plus confortable. On est à la fin. J'ai Jérémy avec moi, Nom Nom, qui est notre mascotte, et notre premier achat. Notre premier achat alors qu'on n'avait pas d'argent. Donc, on a commencé ce projet à moins 700 $ pour vous donner une idée. Mais on l'aime tout de même quand même. Alors, petite présentation de Nom Nom. Attention. OK, allons-y tout de suite avec la présentation de partenariat et communication. Allez, vas-y, Jérémy. Oh, je fais les deux. Je fais partenariat et communication. Oui. Donc, je vais commencer avec le plus juteux. Partenariat, on parle d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur partenariat? C'est que partenariat, c'est vraiment nous qui s'occupent de trouver des stratégies pour ramener de l'argent à la ST. Donc, qu'est-ce qu'on s'occupe du financement? On trouve des façons d'aller chercher de l'argent. Donc, pour ça, on a plusieurs tactiques, plusieurs approches. Et ce qui fait en sorte qu'on a besoin d'une quand même bonne équipe. Une équipe d'environ 5 à 10 personnes. Là, en ce moment, on est un peu moins que ça, mais avoir un peu plus de personnes va toujours aider. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait dans le partenariat? C'est un peu un mode de vie, un peu sur le grind. Je ne sais pas si vous avez écouté... des émissions classiques américaines où qui vont chercher de l'argent, on est un peu comme ça. Notre but, c'est vraiment de spotter des commanditaires potentiels, mais un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Excusez-moi, mon technicien me regarde en riant dans mes yeux. Tout ça pour dire que en partenariat, nous, ce qu'on fait, c'est approcher les entreprises. Donc, on fait des appels. On s'en va dans des événements de réseautage, aller chercher des commanditaires potentiels. Donc, on se présente, on fait vraiment comme se présenter. Vendre. C'est vraiment vendre l'AST. C'est vendre l'AST comme si c'était un produit, mais la vente par la passion que tu as, par la mission à laquelle tu crois, par la valeur qu'on dégage. Fait que c'est vraiment... Exactement. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est chercher des contacts. Sinon, on a aussi d'autres sources de financement qui est un peu plus du socio-financement. Donc là, en ce moment, on est en train de construire une plateforme pour justement aller chercher du revenu qui n'est pas nécessairement dépendant des commanditaires. Parce qu'en ce moment, on s'entend qu'avec la crise économique, la pandémie, les entreprises sont un peu plus à risque, donc sont un peu moins portées à prêter de l'argent, à commanditer des équipes comme la nôtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver du revenu ailleurs en justement en créant du contenu qu'on pourrait monétiser par la suite. Et sinon, faire des événements de financement, faire des... comme, mettons, des ventes de Bang, comme une classique Krispy Kreme. Oui, des levées de fonds. Des levées de fonds, pardon. Donc... c'est pas mal ça. Puis c'est vraiment fun faire partie de l'équipe de partenariat parce que c'est vraiment une équipe qui te pousse à sortir de ta zone de confort. C'est basically tout ce qu'on fait. On te dit, bon, appelle ce gestionnaire d'entreprise-là puis essaye de le convaincre de commanditer Polystar. C'est quelque chose qui est super déplaisant à faire, mais une fois que tu commences à le faire puis que tu brises ta zone de confort puis que tu vas au-delà, je peux te jurer que c'est le moment le plus satisfaisant de ta vie puis tu te rends pas compte que tu es capable de le faire tant que tu le fais pas. Puis Schéma, pour donner un exemple, Schéma, au début, j'avais de la misère à faire mes appels. J'avais de la misère à contacter les entreprises, à appeler des personnes random, puis j'avais vraiment peur du rejet. Par contre, Schéma me poussait à le faire. Je me rappelle de mon premier appel que j'ai landé, puis en m'en venant de chez nous à Poly, c'était la meilleure marche de ma vie. Là. Je venais d'avoir conclu genre une entente. J'étais comme yeah. Fait que ça vous donne un peu un exemple de ce que tu peux ressentir. Sinon, les événements de réseautage, c'est la même chose. Exact. Tu t'entoures de personnes. Comment donner une anecdote avec Olivier, mon technicien. On est allé à un événement de réseautage du HEC, on a parlé avec des CEO de plein d'entreprises de data, de big financement. Puis comme, c'est bizarre de passer d'un stade que tu parles juste avec des étudiants, puis qu'à un moment donné, dans une soirée, tu es juste entouré de CEO, de directeurs des affaires. Puis que c'est vraiment comme un sentiment genre nouveau de savoir que tu peux faire partie de ce groupe-là, de t'intégrer avec ces personnes-là. Fait que c'est des trucs que tu peux vivre en partenariat. Absolument. Puis, tu sais, l'équipe partenariat, c'est l'équipe sans laquelle un projet comme celle-là n'existe pas. Puis, exact. En faisant partie de l'équipe partenariat, tu apprends à sortir de ta zone de confort, tu développes tes capacités de présentation, de communication, de vente, toutes des skills que je vous garantis vont vous servir plus tard. Alors, c'est vraiment ce qu'on vise dans cette équipe-là, puis c'est une équipe primordiale. Puis c'est sûr qu'on vous n'arrivez pas là, puis on vous pitch dans le vide. Là. Vous pouvez demander à Jérémy. Là. Non. On ne pitch pas dans le vide, on a des formations. Schéma donne des très bonnes formations pour faire des appels. On en a donné une justement à Polyloop pour comment faire des appels commanditaires. Sinon, on a des formations. Je donne une formation de négociation que j'ai prise, que j'ai fabriquée avec du contenu un peu par-ci, par-là, qui permet de justement extorquer de l'information, mais comme en ayant l'air gentil quand même. Fait que c'est... puis de conclure des marchés plus facilement. Donc, c'est vraiment comme tout ce qui est côté discours, business, entrepreneuriat, tu trouves ça en partenariat. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Oui, ça fait pas mal le tour de partenariat. On a une petite question pour partenariat, fait qu'on va y répondre avant de passer au volet communication. Alors, pour rentrer dans vos budgets, vous avez besoin d'environ combien d'argent? La réponse est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. OK, on roule un budget si jamais on va en compétition puis qu'on atteint tous nos objectifs durant une année, qu'on construit nos 7 robots, que vraiment on a une année complète de A à Z, on tourne autour d'un budget de 100 000 $. OK? Yep. Cependant, dépendamment des projets qu'on décide d'entamer, comme cette année, on a décidé d'y aller avec 5 robots au lieu de 7, ça vient baisser les coûts, mais ça vous donne quand même une bonne ordre d'idée de l'ampleur de l'argent qu'a besoin un projet comme le nôtre. On prend juste nos robots,
30 000 $ de robots facilement. Par la suite, le voyagement pour aller en Chine est quand même assez dispendieux, fait que ça vous donne une bonne idée. Alors, on va y aller tout de suite avec le volet communication. On va parler un peu de ce qu'on fait en com, mais Jérémy... Je voulais aussi spécifier quelque chose. Souvent, quand on dit 100 000 $, ça paraît gros. Puis les entreprises sont pas tout le temps willing de donner beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils donnent, c'est du matériel puis ça compense. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Souvent, c'est pas quand on a des commanditaires, c'est pas toujours en ressources monétaires, mais c'est surtout en équipement. Puis ces équipements-là, ces commandites d'équipements-là peuvent revenir assez cher si on évalue la valeur que ça peut avoir. Donc, faut pas se stresser avec les gros montants non plus. On va y aller en mode communication maintenant. Communication, c'est quoi? C'est quoi le fait de travailler en communication? C'est faire tout ce qui est branding, tout ce qui est création de contenu qu'on publie en ligne. Donc, du merch aussi, ça peut rentrer là-dedans. Super. Écrire des textes qui attirent l'attention, c'est vraiment projeter l'image de Polystar. Puis quand tu fais partie de l'équipe communication, vraiment, tout ce que tu vas faire dans les daily day, c'est créer des affiches pour des événements, créer des affiches pour... qu'est-ce que tu fais d'autre que des événements, des annonces, en tout cas. Des cartes d'affaires, tu peux faire des cartes d'affaires, tu peux faire des vidéos. Là, en ce moment, on a notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, il y a une équipe montage exprès pour faire les montages. Garder en santé notre chaîne YouTube. Non, ça va travailler en collaboration. Améliorer nos live streams. Exact, améliorer nos live streams. Si vous voulez faire des live streams, si vous avez un compte Twitch, on vous prend tout de suite. Yeah, c'est ça. Si vous connaissez OBS, on vous engage. Sinon... ça fait pas mal le tour. Ouais. Mais pour, juste compléter, puis y aller avec un bref résumé, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est image de l'équipe, tout ce qui est prise de photos, prise de vidéos, si jamais on rentre dans tout ce qui est conférences de presse, entrevues, médias, etc., tout ça rentre aussi dans l'équipe communication. Puis là-dessus, je voulais rajouter, il y a des formations qui se donnent aussi en communication, des formations, oui, on peut vous apprendre comment utiliser Photoshop, Illustrator, toutes ces choses-là, After Effects, Premiere Pro, mais aussi on peut vous apprendre comment utiliser les réseaux sociaux pour devenir influenceur. Fait comment booster des publications, quand poster, comment utiliser le hashtag, genre tout le côté social marketing, on peut faire ça aussi pour vous enseigner ça. Fait que c'est un autre aspect un peu plus technique pour ceux qui aiment ça le technique. Ouais. Parlant de formation, ça vient taper sur le fait que peu importe vous êtes dans quel volet de Polystar, peu importe vous rentrez dans quelle équipe, parfois ça nous arrive de donner des formations inter-équipe. Fait que tu peux juste t'inscrire à la formation, puis peut-être que tu vas en apprendre sur Mecha, tu peux en apprendre sur le branding alors que toi, tu faisais que de la programmation. Fait que souvent, on a ce genre d'initiative-là dans laquelle on aime bien transmettre nos connaissances à l'interne. Alors, ça mettait fin à la présentation de vraiment toutes nos équipes. On est conscient que c'était beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. On est encore là pour répondre à vos questions. Puis, on va être encore là par la suite pour répondre sur nos réseaux sociaux, par courriel. Je vous rappelle que notre formulaire d'inscription est disponible sur notre page Facebook ainsi que dans l'événement. C'est un Google Form à remplir. Puis, par la suite, on va communiquer avec vous. Puis, les inscriptions se ferment le 16 septembre. Fait que on peut se laisser OK.
Alors, on avait envie de encore chiller avec vous et de pouvoir répondre à vos questions. Fait que ce qu'on va faire, c'est que moi et Jérémy, on va être encore là pendant les 15 prochaines minutes pour répondre à des questions sur Polystar au complet, n'importe quel volet, n'importe quelle équipe. Puis, pendant le temps qu'on n'a pas de questions, on va jaser de différents sujets. Fait que vous pouvez poser des questions sur ces sujets-là aussi. Mais on est encore là 15 minutes pour répondre en live sur vos questions. Sinon, on va répondre à vos questions plus tard sur nos pages. Alors, j'ai déjà une question qui est combien d'universités participent à RoboMaster? Alors, dans le monde, on retrouve environ 200 universités qui participent à cette compétition-là. La plupart des universités se trouvent en Chine. Quand on parle d'équipes overseas, c'est-à-dire d'équipes qui sont à l'extérieur de la Chine, qui sont souvent en Amérique, là, Amérique du Nord en général, on parle d'une quinzaine d'équipes. De notre côté, on est la première équipe québécoise et environ la 4-5e canadienne. J'ai déjà répondu. On vous envoie des courriels. OK, on nous a redemandé qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a rempli le formulaire. Une fois que vous avez rempli le formulaire, celui-ci ferme le 16 septembre. Entre le 16 septembre et le 20 septembre, vous allez avoir une rencontre avec la sous-équipe que vous avez choisie. Du moment que vous remplissez le formulaire jusqu'au 16 septembre, il va y avoir des gens qui vont vous répondre par courriel puis qui vont vous envoyer des invitations pour entrer sur notre Slack pour intégrer nos équipes. Une fois que vous avez intégré vos équipes, vous avez toutes les bonnes questions. Okay. Je voulais juste revenir, je prenais l'opportunité pour revenir sur la question des universités. J'ai le nombre exact, c'est 308. Fait que ça vous donne une bonne idée. Ça a augmenté. Yep, depuis l'année passée. Non, en un an, 100 ouais, c'est ça, parce que c'était 200. C'est correct. Yep. Ouais, alors 308. On est une de ces 308. On est une de ces 308. On a augmenté le nombre. On est la première, non seulement la première au Québec, mais la première équipe francophone. Oui, absolument. Je sais pas si Paul et Loup ils peuvent dire la même chose. OK, ça suffit. On vous aime. On les aime beaucoup, on les connaît très bien. Shout out, Carré. Attends, on amène notre mascotte. Tu veux apporter le chat? Je sais pas si elle est confortable. Est-ce que vous voyez notre mascotte? Attention, elle attaque la caméra. Vous avez vraiment un projet passionnant et vous êtes inspirant. Merci Simon. On a beaucoup aimé ton commentaire. On a beaucoup aimé ton commentaire. OK. Alors, le formulaire d'inscription vient d'être pin dans le chat du live stream. Alors, vous allez pouvoir y avoir accès directement à partir de là. On attend vos commentaires, guys. L'histoire de Nom Nom. Moi, je l'ai compté tantôt. Ok, je vais laisser la place à Michel. Attention. Plus de fil, là. Bon, fait que en attendant vos dernières questions, je vous montre un peu notre premier... Non, pas besoin. On va vous montrer notre premier prototype du standard qu'on a fait cette année, qui est en ce moment un peu démonté parce que justement, on travaille fort à régler les suspensions puis différents assemblages là-dessus. Fait que des roues mécanum, des moteurs, le gimbal. Fait que ça, c'est notre tourelle. Et en gros, ici, on va avoir techniquement un réservoir. Puis il va y avoir les composantes électroniques un peu partout avec une batterie. Et on a ici le mécanisme qui va faire tourner les balles, puis qui va les faire ressortir à travers ce réservoir-là. Et une fois que ces roues vont tourner, grâce au moteur qui est attaché, eh bien, la balle, elle va sortir. Fun fact, le mécanisme du réservoir des balles, ça s'appelle le mécanisme sandwich, parce que c'est comme deux étoiles qui sont un peu en sandwich, puis la balle, elle traverse autour. Fait que, tu sais, ça vous donne un peu un petit aperçu visuel de quoi a l'air notre proto. Alors, je vous laisse imaginer que, comme, tu sais, nos versions finales vont avoir l'air beaucoup plus cool encore, parce que déjà,
c'est un petit bébé. Puis c'est pas mal ça, là. Nouvelle question. Comment vous choisissez ceux qui participent aux compétitions internationales? OK. Alors, pour les compétitions, c'est sûr que à cause du prix pour aller en Chine, là, c'est vraiment... ça coûte extrêmement cher. Pour vous donner une idée, là, chaque personne qu'on envoie en Chine nous coûte environ 3 000 $. Fait en sorte que on y va avec le minimal de personnes avec qui on peut y aller, ce qui donne environ 12 personnes. Il faut compter là-dessus qu'on a environ 6 pilotes. Alors, il va y avoir premièrement les 6 pilotes. Par la suite, les personnes au niveau technique qui sont primordiales. Puis par la suite, comment qu'on va décider qui vient, qui part. Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'implication puis du temps que les personnes auront donné dans le projet. Puis après ça, on verra pour les différentes procédures, mais c'est sûr que les places sont limitées. Donc c'est sûr que rentrer dans l'équipe ne garantit pas qu'un jour tu vas aller en Chine, à moins que tu veuilles payer ton 3 000 $ au complet. Dans ce cas-là, je t'apporte, pas de problème. Ouais. Mais tu sais, je pense que beaucoup de nos membres le savent, ça. Puis je pense que ça n'a jamais vraiment été la motivation pour que le monde s'implique avec nous. Dans le sens que ça n'a jamais, tu sais, tristement, dû à la COVID, on ne s'est jamais rendu en compé. Fait qu'on n'a même pas eu le temps d'avoir cette réflexion-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup plus de fun pour nous à avoir que comme directement penser à qui en va, parce que c'est exactement ça. Tu sais, on s'attend à ce que le monde soit motivé, puis qu'il s'y donne. Puis tout le monde qui va s'y donner va avoir sa chance de, comme, potentiellement pouvoir aller en compé. Fait qu'on n'est pas, comme, présélectif à la base. Puis tout le monde a sa chance. Absolument. J'ai pas de composantes électroniques là-dessus, sinon je vous aurais montré des composantes DJI, mais ça, c'est un moteur. Il a souffert, pauvre petit. Ouais. Ouais, lui, il a souffert. On a une autre question. Okay. Alors, les pilotes sont-ils nécessairement dans l'équipe RoboMaster ou les autres peuvent aussi les piloter? Je vais y aller avec... ils font partie de l'équipe RoboMaster parce que, justement, tu sais, on veut essayer, justement, de récompenser l'effort des membres qui sont à la base dans cette équipe et qui ont travaillé tout le long de l'année pour. Donc, tu sais... quand on va rentrer dans la phase pilotage, tous les membres de RoboMaster vont avoir leur chance de vouloir dire « Hey, moi, je vais essayer de piloter. » Puis après, il va y avoir la sélection. Mais c'est quand même... Tu sais, puis l'équipe pilotage doit avoir énormément de pratique. Mais énormément de pratique. Juste le pilotage en soi est un gros morceau de est-ce qu'on va performer ou non en compétition. Alors, du moment qu'on va être rendu à faire piloter les robots, les gens qui vont s'engager dans l'équipe pilote, ben c'est des gens qui se disent, à partir de ce moment-là, tu fais quasiment partie de 2 équipes. Tu fais partie d'une équipe dans laquelle tu as des séances d'entraînement, puis en plus, tu fais partie de ton équipe de conception ou de computer vision ou de contrôle. Alors, vraiment, c'est sûr que c'est comme ça se déroule pour le pilotage, ce n'est pas à négliger. Il y a tout un processus aussi. Ouais. Oui, c'est sûr. Et Antonin va avoir le plaisir de bien vous former à piloter des robots vu qu'il a l'habitude. Fait qu'il y a tout un processus, c'est ce qu'il disait off-cam. Ah. C'est Shay, c'est pas moi. Oui, chez moi. Ouais, c'est bon, je parle-tu assez fort? C'est tellement bizarre. Ouais, guys, c'est une expérience faire un live stream, ça, je peux vous le dire. Puis des expériences à Polystar, vous allez en avoir. Faut que je comprenne pourquoi tu touches à ça. OK, apparemment, j'ai touché au son de mon micro, sauf vous m'entendiez moins fort. Je suis vraiment désolée. On a déjà une autre question. Dans l'équipe Computer Vision, quels sont les langages utilisés pour coder? Principalement le Python en ce moment. Puis ça répond à la question. Y a-t-il un truc à rajouter là-dessus, Antonin? Non, c'est... Python, là, c'est pas mal Python. Puis vraiment, ils utilisent beaucoup de librairies spécifiques à l'intelligence artificielle pour pouvoir construire leur dataset, là. Puis en contrôle, c'est un peu plus du C++ à ce niveau-là. Peut-on s'engager pour une session ou doit-on faire 2 sessions obligatoirement? Alors, la réponse à cette question, c'est... Pour voler RoboMaster, on voudrait idéalement... On parle de RoboMaster, là? Ouais, c'est plus ça ma question.
OK, alors je vais répondre pour tous, comme ça on va moins se mélanger. Si on parle des volets ateliers, vous pouvez vous impliquer pour une session. Partenariat comme également, c'est dommage, on aimerait ça vous avoir, mais si jamais vous avez des stages, vous partez à l'étranger en échange, oui, ça se fait une session amplement, il n'y a aucun problème. Mentorat, une session, je vous dirais que vous allez moins profiter de l'expérience parce que vous n'allez pas avoir la partie mentorat à la fin, qui est comme la partie pour laquelle on vous forme. Puis finalement, RoboMaster, c'est une expérience qui dure l'année au complet. On aimerait ça vous avoir l'année au complet, puis c'est sûr qu'au nombre de connaissances qu'on doit vous transmettre, puis tout ce que vous devez apprendre, on veut pour l'année. Mais si votre question, c'est est-ce que je peux embarquer à l'hiver? Oui, vous pouvez embarquer à l'hiver dans certaines équipes où on va voir qu'il va manquer du monde, puis on va voir où qu'on peut vous former sur certaines choses, on va vous embarquer. Mais le meilleur processus pour entrer dans RoboMaster, c'est de rentrer à l'automne puis de rester avec nous autres. Absolument. Il faut que vous voyez ça comme si vous rentrez dans une saison de qualification. Au début, à l'automne, les membres de l'équipe, ils vont rentrer, ils vont se faire des comptes RoboMaster, puis on va créer notre équipe sur la plateforme. Fait que moi, je vous dis, c'est pas impossible, mais je vous avoue que l'idée, c'est de se sentir comme si vous étiez un élément très important puis qui contribue énormément à la réussite du projet. Et ça, c'est exactement ce que chaque membre de RoboMaster fait. Si une personne fait pas sa suspension, eh bien la journée où tout le reste va être fait, le robot va pas pouvoir être monté. Vous n'êtes pas juste une personne, puis c'est ça qui est cool dans le projet. Vous n'êtes pas juste une personne qui passe et qui part. Vous êtes quelqu'un qui rentre, qui a de l'impact, et qui ressort avec un résultat qui va être utilisé par d'autres équipes. Puis c'est valable pour vraiment tous les volets aussi, mais c'est une compétition. Ouais, c'est une compétition, là. C'est un gros projet, là. On s'entend, c'est plusieurs heures, puis ça va m'apporter à votre prochaine question qui est combien de personnes recrutez-vous par session? Pour le volet RoboMaster, tous les autres volets, c'est un peu en nombre illimité, dans le sens que t'es motivé à donner des ateliers dans les écoles, il n'y a jamais un moment qu'on va vous refuser puis qu'on va vous dire non. Il va toujours avoir de la place pour vous autres, donnez-vous-en. RoboMaster, c'est sûr qu'il y a un nombre limite. À un moment donné, trop de monde dans cette équipe-là, c'est difficile à gérer. Puis de toute manière, on a un nombre maximum de personnes qu'on peut mettre dans l'équipe selon les lois de RoboMaster. Alors, c'est pour ça que quand vous allez remplir le formulaire d'inscription, puis que vous allez tomber sur la section RoboMaster, vous allez avoir une lettre de motivation à écrire. Mais pour nous, cette lettre de motivation à écrire, c'est notre premier filtrage. C'est la manière dont on regarde, est-ce que vous êtes vraiment motivé, ça vous tente, vous êtes prêt à mettre le temps et l'énergie ou pas. Après ça, tant qu'on trouve des gens qui rentrent dans ces barèmes-là, on va toujours vous accepter. Mais ça se peut qu'à un moment donné, si tu te pointes jamais, on te dise, on est désolé, on va regarder la situation avec toi, mais on va te faire partir parce que, comme Michel le dit, c'est beaucoup de temps, c'est un gros engagement, puis il faut être prêt à mettre les heures derrière et l'effort. Je veux dire, notre devise, on dit jamais non à personne qui veut s'essayer. On est absolument tous... on est passionnés par le fait que ça vous tente même d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que, on va vous dire oui, absolument, mais à un moment donné, il faut trier parce que l'équipe, faut qu'elle avance. Alors, je vais pas vous dire non si vous comptez... Si on veut mettre un nombre approximatif. Je veux dire, selon les règles de la compétition, il faut être 35 personnes. L'année dernière, on était à 50 personnes. Ça a quand même, on était plus que ça, moins que ça, mais les personnes, au final, qui sont les plus impliquées, tourner autour de 35-40 personnes. Fait exact. Que, on veut la qualité et non la quantité et non la quantité, comme on dit très souvent. Mais, ayez pas peur de vous dire, je veux pas écrire parce que peut-être qu'ils vont me dire non, non, du tout. Puis on s'attend pas non plus à ce que votre lettre de motivation soit comme écoutez, je sais faire tout ça, c'est pas le but. Comme on vous a dit, on prend autant le monde avec l'expérience que le monde débutant. Moi, puis ce que je sais, puis ce que toute l'équipe veut, c'est du monde que même s'ils savent rien et même s'ils savent beaucoup, ils s'y donnent à fond. Vraiment, c'est le message que j'aimerais passer. C'est comme, ça dépend pas de tes compétences, ça dépend vraiment de ton ambition puis à quel point tu t'y donnes. Ouais. Puis on a eu la chance de vivre une année dans laquelle on a vu énormément de personnes évoluer dans l'équipe. Là. On se repense au début où on savait pas dans quelle compétition on s'embarquait. Là. On savait qu'on avait à faire cette robot, mais les livrables, quand est-ce qu'elle allait arriver, comment qu'on allait se démerder avec les pièces.
tu sais, les équipes partenariats où que personne savait, que j'avais jamais fait d'appel, qu'on a formé de zéro, le monde se sont extrêmement développés. Puis c'est ça notre réussite à nous, c'est ce développement qui se passe au courant de l'année. Faut se laisser le temps, mais quand le monde sont motivés, ça l'arrive toujours. Allez, dernière question. Go Pips! Est-ce qu'on a une histoire palpitante? On en a beaucoup, Shay. Ça dépend laquelle tu veux. J'essaie de penser. On raconte-tu l'histoire du New Year gift? Ah oui, Okay. celle-là est bonne. Bon, je vous ça, la c'est donne. une bonne histoire. Là. Je vais commencer par la base et Shay va finir parce que c'était la personne qui était présente lorsqu'elle a ouvert le cadeau. Mais en gros, on avait passé toute une commande de pièces DJI en décembre. Puis moi, je suis partie à mon pays pour les vacances de Noël. Il y avait un événement de robots enchanteurs à Polytechnique. Et là, Shaima, elle m'appelle, elle me dit « Michel, on a reçu un package DJI! » Fait que, Shay, qu'est-ce qui s'est passé par après? Fait que là, je l'appelle Jidi. Puis là, moi, je descends pour aller ouvrir le paquet de JDI. Puis j'ouvre la boîte et je me rends compte que c'est... je m'en allais le filmer, tu sais, pour montrer à tout le monde le packaging. Puis finalement, on se rend compte que c'est un New Year gift. Alors, c'est un petit carnet Happy New Year avec un crayon et une boîte qui fait du son, right? Exactement, la boîte faisait du son, hein, elle avait une petite musique, c'était ultra charmant. Mais nous autres, ça faisait, je sais pas moi, des semaines, des mois qu'on stressait pour obtenir nos pièces et on n'a pas obtenu une pièce. On a juste obtenu un New Year gift. Ça a été vraiment assez ironique comme moment. Alors, on a plein de questions qui sont arrivées pendant qu'on vous racontait cette petite anecdote. Alors, premièrement, à quel point les apprentissages se font individuellement et est-ce que c'est tout via des formations? Je pense que le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est vous donner des exemples types. Par exemple, Michel peut vous expliquer dans Computer Vision comment s'est passé les formations l'année passée. Mais tu sais, en gros, Ça va? OK. En gros, notre directeur technique, ils avaient vraiment orienté nos membres sur, par exemple, une formation d'abord sur comment coder en Python ou certaines fonctions là-dessus. Après, il y avait notre formation la plus populaire qui est Cats and Dogs. Fait qu'en gros, c'est pour la détection. Donc, tu as des images de chats, puis tu as des images de chiens. Puis tu crées... tu formes ta data pour pouvoir différencier l'une ou l'autre. Fait que, tu sais, pour ta question un peu plus particulière qui est comme est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est en groupe, c'est sûr que quand tu rentres dans des volets comme ça, ou encore une fois, c'est une compétition, oui, on va t'aider, mais on ne pourra pas te prendre par la main à chaque étape du processus parce que tu fais partie de cette personne-là qui va prendre les mains des autres équipes et qui va avancer. Tu sais, t'es pas le seul là-dedans, il y a toute une équipe et encore une fois, tu es une partie très importante sur le déroulement de qu'est-ce qui se passe. Fait que oui, on va t'aider au début et on va t'aider tout le long, peu importe le nombre de questions que tu as, mais c'est sûr qu'on va jamais venir te dire supposer qu'on sait déjà c'est quoi tes questions, c'est quand même à toi de venir nous dire « OK, guys, ben listen, this is what I need ». Parce que nous, on sera pas là pour essayer de lire... Puis faire partie d'équipes comme ça, c'est un processus d'apprentissage. Ouais. Fait que tu vas apprendre sur le tas, comme on dit. Tu vas apprendre avec nous. Parfois, on n'aura pas les réponses. Parfois, vos directeurs techniques n'auront pas les réponses, mais on va être là pour aller les chercher, pour aller voir s'il y a de l'aide externe, s'il y a des formations externes, s'il y a des profs. Il va toujours avoir ce genre de consensus. Fait que la réponse à est-ce que tu vas tout apprendre tout seul? Non. Il y a toujours du monde qui vont t'encadrer, puis on va tout le temps être là. Est-ce que tu dois avoir de l'autonomie, puis vouloir savoir, puis creuser? Ben oui aussi. Alors, c'est un peu des deux. On va pas se mentir, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, on va passer tout de suite à notre prochaine question, qui est est-ce que je peux faire partie de l'équipe communication et robot master? Est-ce que je peux changer entre les deux? Bref, ma réponse à ta question, c'est si les deux équipes t'intéressent, comme et RoboMaster, c'est deux équipes qui peuvent se faire en même temps. Ouais. Tu peux intégrer les deux, te laisser quelques semaines dans les deux équipes, puis voir si finalement, toi, tu trouves que peut-être que RoboMaster, tu vas trouver qu'il prend trop de temps, puis tu préférerais te concentrer juste sur com. Peut-être que tu vas triper RoboMaster, tu vas préférer enlever com un peu, ou tu vas décider de garder les deux. Mais tu peux intégrer les deux en partant, puis tu peux décider à un moment donné de lâcher un ou de lâcher l'autre, il n'y a pas de problème. Sois juste ouvert avec nous, viens nous le dire, communique avec ton chef d'équipe, puis après ça, toutes les possibilités, il n'y a aucun problème avec ça.
Vous allez voir, notre équipe, c'est quand même impressionnant à quel point on fait tellement de choses en même temps, puis que le monde peut des fois nous regarder puis être comme « Ah, comment vous avez le temps pour vos cours? Comment vous réussissez? » Puis écoutez, j'ai beaucoup de monde à qui je peux penser. Tu sais, j'ai les personnes qui sont venues présenter tantôt. Chaque personne, tu sais, dans l'exec, dans des chefs d'équipe, une directrice, tout plein d'affaires. Fait que comme l'idée, c'est que quand tu veux, tu peux. Donc, si tu aimes les deux, puis tu veux être en com, puis tu veux être à RoboMaster, eh ben, tu vas pouvoir faire les deux sans aucun problème. Alors, on arrive à la fin de ce live stream. Si jamais je vois une ou deux questions pop-up, on va peut-être y répondre. Mais sinon, les questions, on va vous répondre par privé, par message, sur Facebook. Ouais. Vous pouvez nous écrire, il n'y a vraiment aucun problème. On va juste fermer cette séance quand même. Alors, petit rappel de la fin avant qu'on vous laisse ce soir. Premièrement, notre formulaire d'inscription, je vous le rappelle, il est dans l'événement Facebook ainsi que sur notre page Facebook. Et je vous rappelle que les inscriptions se ferment le 16 septembre. Alors, on va répondre sur vos questions sur Facebook. Puis finalement, l'enregistrement d'aujourd'hui, alors notre live stream avec ses ups and downs, va être disponible après sur notre page YouTube. Fait que si jamais vous voulez aller voir la présentation d'un volet ou peu importe, vous pouvez y aller. On a aussi toutes nos vidéos explicatives de présentation de chacune de nos équipes et 2 autres vidéos qui vont sortir d'ailleurs dans les prochains jours. Alors, vous avez en masse de contenu pour vous informer. Puis si vous avez des questions, on est toujours là. On va faire un peu style YouTuber. Don't forget to subscribe. Mais sérieusement, allez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, fait que Facebook, Insta, LinkedIn, puis YouTube. Puis merci beaucoup d'avoir tune in, ça nous fait très plaisir. Et on se voit bientôt. Oui, en espérant vous voir en grand nombre dans notre formulaire d'inscription, puis prochainement autour du 20 septembre. Merci. Au revoir.